Il est 10h30. Merci d'avoir choisi Centre Info. Soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire, un webinaire qui s'inscrit dans une série consacrée à l'impact du Covid-19 sur le secteur de la formation professionnelle. Alors, il y a un peu moins de 2 ans, était publiée une loi intitulée Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Une loi, il faut reconnaître, alors très ambitieuse, avec un objectif assez simple, rendre plus rationnel, plus efficace le système de la formation et de l'apprentissage. Alors, quitte à bousculer, si je puis dire, les habitudes, les qualificatifs, souvenez-vous, n'ont pas manqué, Big Bang, révolution copernicienne, puisque tous les acteurs, sans exception, ont été invités à une transformation structurelle, transformation d'ailleurs toujours en cours, puisque l'année 2020, comme vous le savez, est encore une année de transition. Alors, au-delà même de cette transformation structurelle, la loi invitait aussi à une transformation, on va dire, culturelle. L'intitulé même de la loi est assez révélateur, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, c'est dire que cette réforme a été conçue, a été imaginée, a été pensée pour une conjoncture économique plutôt favorable. Et surtout, cette réforme s'inscrivait dans ses principes directeurs, dans un contexte de plein emploi. Or, ce contexte, malheureusement, comme vous le savez, est déjà derrière nous. La crise sanitaire est en train de laisser place à une crise économique et à une crise sociale, ce qui réinterroge non pas le bien fondé de la réforme, je ne crois pas que ce soit la question, mais surtout le fléchage des fonds de la formation, car les besoins d'aujourd'hui, des entreprises en tout cas, ne sont plus les besoins d'hier. Donc, ce qui invite forcément le gouvernement à procéder à des ajustements. Donc, c'est ce que nous allons décrypter au cours de ce webinaire, un webinaire qui s'inscrit dans l'actualité du moment, puisque l'apprentissage, on a eu il y a quelques semaines un plan de relance qui a été annoncé, et en attendant d'autres mesures sociales qui seront aussi annoncées prochainement, le gouvernement a dévoilé, c'est tout récent, hier, en fin d'après-midi, les nouveaux mécanismes du chômage partiel qui vont aussi impacter en quelque sorte indirectement notre sujet d'aujourd'hui, donc à savoir la formation professionnelle. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, ce webinaire, donc vous avez un petit peu l'habitude, c'est 45 minutes. 45 minutes, c'est court. Donc, je vais devoir extraire, si je puis dire, ce qui nous intéresse, à savoir tout ce qui touche de près ou de loin à la formation professionnelle. L'idée, c'est de vous donner les points clés, les points de vigilance, les points de veille, sous réserve, bien évidemment, des textes juridiques qui seront publiés dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc, concernant le déroulé, le principe reste le même. Donc, n'hésitez pas à interagir, donc à poser vos questions. Je tenterai de répondre à quelques-unes d'entre elles, même si c'est toujours un peu compliqué au regard du temps qui m'est imparti. Mais dans tous les cas, rassurez-vous, ces questions, comme vous le savez, serviront à alimenter notre foire aux questions que vous pouvez consulter sur le site internet de Centre Info. Allez, je vous propose donc une présentation en 3 parties. Donc la première consistera à vous donner les points clés de la réforme de 2018 avec vraiment une approche financière qui pour moi est fondamentale pour comprendre les choix qui ont prévalu en termes de fléchage des fonds mutualisés. La deuxième partie sera consacrée à l'apprentissage, qui, comme vous le savez, est une priorité pour le gouvernement. Donc, on va particulièrement zoomer sur le plan de relance de l'apprentissage, qui fait très clairement le pari de la demande, le pari des besoins des entreprises, avec une incitation financière à l'embauche, une incitation assez conséquente, assez importante. Et enfin, donc une troisième partie qui sera, elle, consacrée aux ajustements éventuels des dispositifs de formation continue. Donc, on parlera bien évidemment du FNE formation, du CPF de transition et de la proie. Donc, voilà pour le programme. Alors, il y a différentes façons, comme je vous le disais, donc d'appréhender les objectifs d'une réforme en matière de formation.
Alors moi, j'ai toujours pour habitude de commencer par l'architecture financière. C'est ce qui permet de comprendre assez rapidement les intentions d'une politique publique. Et d'abord, donc en guise d'introduction, on peut faire un constat euh, assez simple, c'est que l'architecture financière globale, telle qu'imaginée par la réforme, n'est pas remise en cause par la crise économique. Pour rappel, le point clé de la réforme, hein, souvenez-vous, c'est l'unification de la collecte de deux types de contributions qu'au versent chaque année les entreprises, la contribution formation d'un côté, la taxe d'apprentissage de l'autre. La réforme à ce niveau s'est faite à budget constant. Il n'y a pas eu de hausse des contributions. Donc, l'objectif cible de la réforme, c'était, et c'est toujours, un seul collecteur à l'horizon 2022. Donc, ça sera l'URSSAF ou la MSA pour le secteur agricole. En attendant, comme vous le savez, les OPCO, les opérateurs de compétences, assurent la collecte. Donc, sur le principe, le schéma reste le même, à la différence près que la crise actuelle va réinterroger le budget prévisionnel de 2020, ne serait-ce que par rapport au montant global qui a été budgété pour chaque dispositif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce budget provient, comme je vous le disais, des contributions des entreprises, contributions assises sur une masse salariale. Donc, en période de crise, vous le savez, hein, la masse salariale des entreprises a tendance à baisser, et qui dit baisse de la masse salariale dit baisse du montant des contributions. Donc, s'il y a bien un premier ajustement qui va être opéré, ce ne sera pas un ajustement d'ordre juridique, mais à mon sens, un ajustement d'ordre financier. Donc, comme le système est complètement nouveau, la question de la trajectoire financière et de l'équilibre budgétaire était déjà un sujet pour France Compétences. Hein. Je crois que pour celles et ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous le savez, et donc ce sujet, si vous voulez, était un sujet pour France Compétences bien avant la crise. Hein. Donc néanmoins, la crise risque en quelque sorte d'accentuer le sujet de la soutenabilité financière dans la mesure où, comme vous le savez, l'arrêt de l'activité économique pendant la période de confinement ou la situation que vont vivre beaucoup d'entreprises, je pense notamment aux TPE, PME, vont avoir en quelque sorte un impact potentiel sur les contributions collectées cette année. Donc il y a incontestablement un risque de baisse de la masse salariale 2020 qui va bien évidemment impacter les collectes et potentiellement les contributions qui sont réparties au sein de France Compétences. Donc, ce que vous voyez sur ce visuel, ce sont les postes de dépenses tels qu'ils résultent des informations que nous avons eues suite au conseil d'administration de France Compétences qui s'est tenu de mémoire en novembre 2019. Hein, c'était en fin d'année de l'année dernière, donc bien avant la crise que nous connaissons. Donc, si on se réfère à ces informations, le budget pour l'année 2020 devait ressembler à ça. Donc, pour 2020, on avait estimé à 5,8 milliards d'euros le financement de l'alternance, 1,5 milliard d'euros donc pour le PIC, pour le plan d'investissement de compétences, un peu moins d'1 milliard pour le CPF monétisé, le CPF Caisse des dépôts, un peu moins de 500 millions pour financer le CPF de transition professionnelle et environ 90 millions pour le conseil en évolution professionnelle. Au-delà des montants, qui, comme je vous le disais, risquent d'être revus à la baisse, on voit bien que le fléchage des fonds, tel que la réforme avait imaginé les choses, vont d'abord au recrutement via les contrats en alternance et particulièrement le contrat d'apprentissage. Les fonds vont ensuite aux demandeurs d'emploi via le plan d'investissement compétences et les fonds vont aussi essentiellement à des dispositifs qui aujourd'hui ne sont pas entre les mains des entreprises, mais qui sont entre les mains des salariés. Donc, le CPF, Caisse des dépôts, le CPF Transition Pro, donc géré par les associations Transition Pro, ou encore le Conseil en évolution professionnelle, répond plutôt à une logique d'individualisation des droits, ce qui est complètement en phase avec l'esprit de 2018, hein, puisque la loi, rappelez-vous, s'intitule Pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et l'idée, c'était, dans un contexte économique, on va dire, favorable, l'idée, c'était de mettre l'individu au centre et de faciliter son accès à la formation.
Or, la crise économique change un petit peu la donne, puisque beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises intermédiaires, celles qui ont un effectif entre 50 et 300 salariés, auront besoin d'être accompagnées financièrement sur la formation. Or, si vous prenez chaque poste de dépense, vous constaterez que les entreprises de plus de 50 salariés donc n'ont plus aucune incitation financière pour former leurs salariés dans une logique, on va dire, d'adaptation au poste de travail, de maintien dans l'emploi. Donc d'ailleurs, cette question qui n'est pas nouvelle prend une tournure particulière aujourd'hui avec le recours massif des entreprises à l'activité partielle. Lorsque les entreprises décident de former leurs salariés pendant l'activité partielle pour éviter, pour ralentir les licenciements, on voit bien que ce ne sont pas ces enveloppes-là qui sont mobilisées, c'est une autre enveloppe qui est mobilisée aujourd'hui, une enveloppe supplémentaire que l'État a débloquée en toute urgence pour l'occasion, dans le cadre de ce qu'on appelle le FNE formation. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, en période de crise, donc, et face à la montée du chômage, les pouvoirs publics sont confrontés à un dilemme, on va dire un dilemme cornélien, en matière de fléchage des fonds mutualisés ou encore d'incitation financière à former. La montée du chômage, finalement, se traduit par deux phénomènes. Le premier, ce sont les freins à l'embauche, ou plus exactement, le gel des recrutements. Donc, quand une entreprise traverse une crise, elle n'est pas dans une logique offensive, mais plutôt dans une logique défensive. Donc, le deuxième phénomène, ce sont bien évidemment les licenciements économiques, même si les licenciements sont aujourd'hui fortement ralentis par le chômage partiel, il n'empêche qu'effectivement, ça sera une réalité. Alors, concernant les freins à l'embauche, très clairement, le gel donc, des recrutements, on le sait, c'est quelque chose de beaucoup moins médiatique. Mais il n'empêche que c'est un phénomène qui fait aussi monter donc le chômage. On en parle beaucoup moins que les licenciements collectifs pour motifs économiques. Mais comme je vous le disais, ces freins donc à l'embauche vont impacter majoritairement, essentiellement les jeunes et plutôt les jeunes les moins qualifiés qui seront le plus frappés par le chômage car, comme vous le savez, en période de crise, recruter pour former n'est pas forcément la priorité des entreprises et surtout des petites entreprises. Donc, l'apprentissage, très clairement, est une priorité, ça l'était et ça le reste encore plus aujourd'hui, et cela d'autant plus que la réforme fait dépendre aujourd'hui, comme vous le savez, et ça c'est une autre problématique, l'équilibre budgétaire des CFA au nombre d'apprentis formés. Donc il y a, si vous voulez, un autre enjeu pour le gouvernement au-delà du chômage des jeunes, c'est celui des CFA. Hein. Donc au-delà même de la question des chômages des jeunes, il y a aussi la problématique des CFA. Je vous le rappelle, hein, donc que ce financement, en tout cas des CFA, se fait aujourd'hui à l'acte, c'est-à-dire au contrat. Et bien évidemment, moins vous avez de contrats signés et moins vous êtes financé. Pour les CFA, ce qui va se passer côté recrutement, c'est quelque chose de presque, on va dire, vital. D'où l'urgence. Donc c'est un sujet urgent pour le gouvernement, puisque la prochaine rentrée, c'est dans 2 mois, hein, contrairement aux autres mesures qui seront annoncées prochainement. L'apprentissage, c'est maintenant. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé un plan de relance pour l'apprentissage dès le 4 juin 2020, plan que nous allons voir un peu plus tard. Concernant l'autre problématique des entreprises, à savoir comment éviter les licenciements, la formation, bien évidemment, peut être un levier pour maintenir les salariés dans l'emploi, dans leur emploi ou dans un emploi au sens large, hein, donc avec une logique à la fois d'employabilité interne ou encore une logique d'employabilité externe. Donc, simplement, les dispositifs existants tels qu'ils résultent de la réforme de 2018 sont soit des dispositifs qui ne sont pas encore opérationnels, je pense notamment au dispositif PROA, soit encore des dispositifs qui sont entre les mains du salarié et non pas de l'entreprise. Je pense au compte personnel de formation monétisé, au projet de transition professionnelle qui relève plutôt du projet personnel du salarié que du plan de développement des compétences de l'employeur. C'est pourquoi donc il y a un véritable enjeu concernant ces dispositifs, à savoir comment ils pourraient être adaptés au contexte actuel. C'est ce que nous allons développer donc en seconde partie. Les ajustements, justement, concernant la réforme de 2018, comme vous le savez, s'inscrivent
dans un plan pour l'emploi beaucoup plus global, qui lui-même d'ailleurs s'inscrit dans un plan de relance de l'économie. Donc la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé des concertations sur plusieurs chantiers, dont 5 peuvent nous intéresser, on va dire, directement. Donc, il y a, comme je vous le disais, le plan de relance de l'apprentissage, dont je vais parler, le plan de soutien aux jeunes en préparation. Donc, on va voir les premières mesures qui seront annoncées dans les jours ou dans les semaines à venir. Le nouveau dispositif de l'activité partielle longue durée, ce qu'on appelle l'APLD, dont les contours ont été dévoilés hier. Il y a aussi, et ça c'est un axe pour le gouvernement, ce qu'on appelle la préservation de la dynamique de formation professionnelle, où on attend des annonces a priori plutôt cet été, voire en septembre. L'assurance chômage qui fait, comme vous le savez, l'objet d'un vif débat avec notamment les organisations syndicales de salariés. Tout ça impactera directement ou indirectement le secteur de la formation professionnelle. Donc, on va commencer par le volet apprentissage. Le volet apprentissage, donc, comme je vous le disais, qui a fait l'objet d'un certain nombre de mesures. Donc, sur le volet apprentissage, le gouvernement, comme je vous le disais, a fait le pari des entreprises. Donc, avec une aide exceptionnelle à l'apprentissage, c'est la mesure donc phare du plan, c'est une aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis. Elle remplacera donc l'aide unique à l'apprentissage. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les modalités. Donc, pour en bénéficier, les entreprises doivent tout simplement recruter des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Alors, c'est acté puisque c'est dans la loi de finances rectificative. Le montant de cette aide exceptionnelle sera de 5 000 € pour les apprentis mineurs et de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Donc, elle sera versée donc, de manière automatique pour tout contrat d'apprentissage déposé auprès d'un opérateur de compétences. Et le contrat d'apprentissage en question doit viser un diplôme qui va du CAP à la licence professionnelle. Donc, ce qui signifie que dans l'enseignement supérieur, les Master 1 et les Master 2 ouverts à l'apprentissage donc, seront exclus. Alors, l'aide sera accordée sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Quant aux entreprises de taille supérieure, les entreprises donc, de 250 salariés et plus, elles devront atteindre le quota des 5% d'alternants dans leurs effectifs. Donc, elles devront atteindre ce quota en 2021. Donc, faute de quoi, l'aide devra être remboursée. D'ailleurs, les entreprises de 250 salariés qui décident de se lancer là-dedans ont tout intérêt à atteindre ces 5%. Alors, pour éviter bien évidemment de rembourser l'aide, mais aussi un autre enjeu, c'est la taxe d'apprentissage, puisque si on emploie plus de 5% d'alternants, on bénéficie d'une réduction de la taxe d'apprentissage. Donc, c'est assez incitatif comme mécanisme. D'après le cabinet donc, de la ministre du Travail, pour faire simple, le recrutement d'un jeune de moins de 20 ans ne devrait rien coûter à l'entreprise. Donc, par contre, au-delà de 20 ans, ça devrait coûter 75 € par mois pour 150 heures de travail. Donc, on voit bien que l'objectif de cette mesure, c'est de maintenir le niveau de l'année dernière, le niveau record du nombre d'apprentis qu'on a connu en 2019. Très clairement, même si c'est très attractif, on sait pertinemment que ça va être compliqué d'atteindre ce niveau-là. C'est pourquoi, comme il y a aussi une problématique côté CFA, qui dépend beaucoup du nombre de contrats donc, signés, comme je vous le disais, en raison de ce modèle économique qui a basculé donc, depuis le 1er janvier 2020. Donc, si cet objectif n'est pas atteint, alors le ministre du Travail pourrait aussi prendre des mesures pour aider les CFA qui se trouveraient en difficulté, puisque, encore une fois, leur modèle économique dépend aujourd'hui directement des recrutements des entreprises. L'autre mesure phare concerne les jeunes qui ne trouvent pas d'employeur. Il faut savoir qu'ils peuvent être accueillis et formés en CFA et qui n'auront plus 3 mois, mais 6 mois pour trouver un employeur. Alors, bien évidemment, ce temps de formation sera en principe payé au CFA. Maintenant, sur les modalités de financement, je préfère être prudent et attendre les textes juridiques pour vous apporter ces précisions.
Il faut savoir qu'il y a certaines organisations qui voulaient aller encore beaucoup plus loin et voulaient allonger cette durée jusqu'à 9 mois. Le gouvernement n'est pas favorable à cette proposition car tout simplement, il ne veut pas vider l'apprentissage, on va dire, de sa substance. L'idée quand même, c'est l'alternance. C'est avant tout de permettre aux jeunes de mettre un pied dans l'entreprise. C'est de leur permettre de s'insérer dans cette entreprise, donc faire de l'apprentissage sans entreprise ça n'a pas trop de sens, et surtout de leur permettre de toucher un salaire. Donc attention à ce que l'apprentissage ne devienne pas une fausse promesse pour le jeune et pour sa famille. On va finir par les deux dernières mesures de ce plan de relance de l'apprentissage. Donc il y a une mesure qui concerne chaque jeune, sans exception. Donc chaque jeune qui a fait le vœu en ligne pour devenir apprenti, donc soit sur FLNet, soit sur Parcoursup. Donc ce jeune se verra proposer au minimum une offre d'emploi en apprentissage. Cette mesure, en principe, devrait mobiliser tous les acteurs, devrait mobiliser tout le monde, à savoir les partenaires sociaux, l'État à travers les directs, le rectorat, les régions, Pôle emploi et les branches professionnelles. Enfin, la dernière mesure, c'est une mesure qui entend tirer un peu les leçons de la période de confinement, pendant laquelle beaucoup de jeunes ont rencontré des difficultés de se former à distance, faute tout simplement de disposer du matériel informatique adéquat. Donc, il y a pas mal de jeunes qui, effectivement, n'étaient pas forcément équipés, n'avaient pas forcément d'ordinateur, et l'aide au premier équipement pourrait être accordée aux apprentis ou au CFA par le PRO pour permettre de financer l'acquisition d'ordinateurs portables, mais aussi peut-être pour digitaliser la formation à distance. Là aussi, il reste encore de nombreuses questions à clarifier, donc on attend aussi les précisions qui vont être apportées dans les prochains jours, en tout cas dans les textes. Tout ça, normalement, doit faire l'objet de décrets, puisque ce sont des dispositions qui se trouvent dans la partie réglementaire. Allez, on va passer à la deuxième partie. Donc ça, c'est le plan de relance pour l'apprentissage. Donc les mesures ont été donc médiatisées. Bien évidemment, on attend les précisions, on attend donc les textes juridiques. Alors, je vais prendre peut-être une question. Alors que je m'étais vu en favori, que j'ai vu passer tout à l'heure, sur l'aide au premier équipement. Donc cette aide, alors je viens, voilà, à savoir est-ce que l'aide à 500 € pour financer l'équipement informatique s'ajoute à l'aide au premier équipement qui existe déjà. Alors, donc ça veut dire est-ce qu'il y aurait deux aides, si je comprends bien. La réponse est non, puisque en tout cas, d'après, encore une fois, les annonces, encore faut-il que tout ça soit traduit dans des textes, donc ce n'est pas une nouvelle aide, en tout cas moi c'est ce que je comprends, c'est exactement la même aide, sauf qu'elle sera élargie donc à tous les équipements informatiques. Je vais parler au conditionnel, donc je vais être prudent parce que tant qu'on n'a pas les textes, c'est difficile d'être catégorique, mais d'après ce que j'ai compris à travers les déclarations donc, du cabinet de la ministre, l'idée, c'est pas forcément de doter chaque apprenti d'une tablette ou d'un ordinateur, mais de faire en sorte que les CFA puissent disposer d'un équipement à disposition des apprentis. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est à suivre. Donc, on verra dans les semaines qui viennent comment les choses vont être formulées dans le texte. Allez, on passe à la deuxième partie, on avance. Le deuxième volet qui sera forcément là aussi ajusté, donc on met de côté donc l'apprentissage, on va donc s'attaquer au volet formation continue. Alors, on a une réflexion qui est menée sur le sujet aujourd'hui, très clairement. Je pense qu'on aura les premières annonces sur les premiers ajustements, on va dire dans les mois à venir, probablement à la rentrée, plutôt au cours du mois de septembre. Dans l'immédiat, c'est plutôt le recours massif au chômage partiel qui réinterroge les dispositifs de formation des salariés. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose très clairement, c'est celle de l'opérationnalité des dispositifs. Je pense notamment à la proie, qui est aujourd'hui en stand-by, qui est gelée, à la question aussi de la co-construction et des abondements dans le cadre du CPF,
En tout cas, ce sont des questions qui se posent pour les entreprises et particulièrement les entreprises intermédiaires, celles qui ont un effectif qui se situe entre 50 et 300 salariés. Alors, on va peut-être dans un premier temps s'intéresser justement à ce qui fait l'actualité, le chômage partiel. Donc, le chômage partiel, vous le savez, c'est un dispositif qui a été adapté, qui est plus généreux que par rapport à ce qu'on connaissait avant. Et ce système-là a été mis en place pendant le confinement pour pallier justement à l'arrêt brutal de l'activité et éviter les licenciements. On dit beaucoup d'ailleurs que le gouvernement s'est inspiré de ce qu'avait fait l'Allemagne pendant la crise de 2008, mais on voit bien qu'après le confinement, le dispositif est en train aussi de s'adapter pour accompagner la reprise. Donc le gouvernement commence à réduire la voilure, si je puis dire, et ça c'est depuis le 1er juin, puisque les entreprises sont désormais compensées non plus à 100% comme avant, mais à 85% par l'État ludique, sauf de mémoire dans certains secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le tourisme ou encore le transport aérien. Donc, on va avoir encore du changement à la rentrée, et plus exactement, c'est ce qui a été annoncé donc, hier soir, à partir du 1er octobre. Donc ça a été dévoilé hier. Le dispositif d'activité partielle, donc classique, sera donc encore revu. Et donc très clairement, donc l'indemnisation sera revue à la baisse, sachant que, et ça c'est aussi une nouveauté, contre-temps, le gouvernement va mettre en place, à partir du 1er juillet, un dispositif alternatif qu'on appelle officiellement l'activité partielle de longue durée, APLD. Donc je vous résume un peu l'idée. Ce dispositif va permettre aux entreprises, sous réserve d'avoir négocié un accord d'entreprise ou un accord de branche, de bénéficier d'une indemnisation en contrepartie d'un certain nombre d'engagements. Donc d'engagements qui restent à déterminer, qui seront déterminés par décret. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, pour la simple raison qu'on n'a pas forcément le temps. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le volet formation. Et justement, pour les entreprises qui souhaitent former leurs salariés, notamment pendant les jours chômés, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. D'une part, il y a un ensemble de dispositifs, comme je vous le disais, qui n'est plus entre les mains de l'entreprise, mais entre les mains des salariés. L'exemple le plus révélateur, c'est le CPF des intermédiaires. Quant aux dispositifs qui sont censés être à la main de l'entreprise, aujourd'hui, on voit bien que la PROA n'est toujours pas opérationnelle, je reviendrai dessus tout à l'heure, et le plan de développement des compétences, lui, est réservé exclusivement aux entreprises de moins de 50 salariés. C'est pourquoi, et ça c'est un ajustement très fort, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 500 millions d'euros dans le cadre du FNE formation pour toutes les entreprises, quelle que soit la taille, quel que soit le secteur, et si cette enveloppe transite par les services déconcentrés du ministère du Travail, donc à savoir les directs, aujourd'hui c'est surtout les OPCO qui sont à la manœuvre. Donc aujourd'hui le FNE formation prend en charge 100% des frais pédagogiques. Mais attention, à partir du 1er octobre, lorsque le chômage partiel va être réadapté, comme je vous disais tout à l'heure, la prise en charge formation va descendre à 70% et on va chercher à articuler le FNE formation avec le CPF, puisque le gouvernement, et ça a été annoncé hier, incite les entreprises à négocier, bien évidemment, sur l'activité partielle de longue durée, donc ce qu'on appelle l'APLD, mais surtout à combiner, à articuler le FNE formation avec du CPF. Donc le FNE formation va descendre à 70%, donc on va chercher donc à l'articuler avec le CPF. Donc ça c'est pour on va dire le 70%, c'est à partir du 1er octobre et c'est pour le chômage partiel classique. Pour l'activité partielle de longue durée, c'est-à-dire ce dispositif alternatif qui pourrait être mobilisé pour des prises en charge, qui pourrait être mobilisé dès le 1er juillet d'ailleurs. Il faut savoir que le FNE formation là aussi peut effectivement être mobilisé et la prise en charge n'est pas de 70%, c'est de 80%. Donc 80% des frais pédagogiques
le reste à charge pourrait être financé là aussi sur du CPF. Donc, d'un côté, on va avoir le chômage partiel donc, dit classique, donc qui sera réajusté à partir du 1er octobre. Concernant donc la prise en charge FNE, ça sera plus 100%, mais ça sera 70%, et on va chercher à l'articuler avec du CPF. Concernant les entreprises qui ont négocié des accords dans le cadre de ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée, donc l'APLD, donc c'est un dispositif alternatif au chômage partiel classique, bah, ces entreprises-là pourront aussi bénéficier du FNE formation, d'une prise en charge qui sera une prise en charge à hauteur de 80% des frais pédagogiques. Ça peut être opérationnel dès le 1er juillet 2020. Et le reste à charge, là aussi, on va essayer de le faire financer sur du CPF. En tout cas, pour l'instant, ce sont des annonces, ce que je vous raconte là. Et en tant que juriste, je vais être prudent là aussi et attendre les textes. Ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher une articulation entre le FNE formation et le CPF. Concernant les modalités pratiques, bien évidemment, elles restent à préciser. Alors, justement, concernant le FNE, les OPCO, les 11 OPCO ont communiqué la semaine dernière sur leur bilan en matière de FNE. L'enveloppe des 500 millions, donc a priori, est loin d'être consommée, puisque pour l'instant, les OPCO ont engagé un peu plus de 10%. Alors, ça a concerné environ 70 000 salariés, 12 000 entreprises. Alors, ces chiffres que je vous donne ont été arrêtés par les OPCO au 15 juin. Mais attention, ces chiffres ne représentent pas la totalité des fonds engagés dans la mesure où l'IDIRECT gère aussi une partie du FNE. Donc, mais ça permet de connaître un peu la tendance de ce dispositif qui vient finalement en plus des dispositifs mis en place par la réforme de 2018. Alors, certes, tout le monde sait qu'une enveloppe financière ne suffit pas à elle seule à décréter l'appétence pour la formation. Il n'empêche que les marges de manœuvre financières restent encore importantes pour le ministère du Travail, ce qui suppose, ce qui va poser forcément la question de la pérennisation du FNE formation, qui, comme je vous le disais, sera a priori adossé au dispositif d'activité partielle qui va encore évoluer donc à la rentrée, plus exactement au 1er octobre, qui sera adossé au dispositif alternatif de l'activité partielle de longue durée dont on connaît un peu mieux les contours depuis hier soir. Donc toutes ces précisions et toutes ces articulations possibles avec le CPF vont être apportées dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, j'espère plutôt dans les semaines à venir. Justement, concernant le CPF, si on doit revenir effectivement à notre problématique, donc la problématique des ajustements, le ministère du Travail aimerait bien évidemment inscrire ce droit individuel dans des logiques collectives et accélérer les logiques d'abondement. Donc, mais ce qui freine aujourd'hui, ce n'est pas tant là aussi un ajustement juridique, puisque en matière d'abondement, vous remarquerez que la réglementation envisage déjà de nombreux scénarios. Et in fine, si je résume, tout le monde peut abonder du CPF, que ce soit les entreprises, les branches, les régions. Donc là, je vous ai mis ce que j'appelle les 7 familles d'abondement. La difficulté, c'est plutôt de quelle marge financière disposent ces acteurs. Si je prends par exemple une branche professionnelle par définition n'a pas d'enveloppe financière à proprement dit. Donc si une branche professionnelle souhaite abonder du CPF pour former par exemple à des métiers en tension, donc pour rendre ces métiers attractifs, l'abondement se traduira forcément par une contribution conventionnelle. Donc ça veut dire une charge sociale supplémentaire pour les entreprises qui relèvent de la branche concernée. Donc, ce qui est difficilement envisageable dans le contexte actuel. Et puis, l'autre difficulté, au-delà de la question financière, l'autre difficulté est tout simplement technique. Les abondements nécessitent que la Caisse des dépôts, qui gère à la fois l'appli et les fonds du CPF, il faut que la Caisse développe une offre de services qui réponde au cahier des charges des financeurs potentiels, des abondeurs, si je puis dire. Donc au-delà de l'aspect politique, il y a aussi des enjeux, on va dire, tout simplement, de SI, de système d'information. Donc, on voit bien que tout ça nécessite du temps. Aujourd'hui, on a déjà une montée en puissance de ce système d'information, puisqu'il va intégrer les abondements de Pôle emploi,
avec l'AIF, hein, l'aide individuelle à la formation, qui pourra être directement demandée par les demandeurs d'emploi via l'appli CPF. Et en principe, du côté des entreprises, on va mettre à disposition un nouveau portail dédié à l'abonnement des employeurs. Donc, ce sera en principe sur une entreprise. C'est prévu d'après les dernières annonces en septembre 2020, donc, puisque la date initiale c'était plutôt juin 2020, donc il y a eu un report en raison du contexte que vous connaissez, ce qui va permettre aux entreprises, a priori, de faire des dotations sur les comptes de leurs salariés. Donc, il sera possible d'abonder par virement bancaire ou avec une simple carte bleue professionnelle. Donc, on voit bien que la question des abondements, ce n'est pas juste une question d'ajustement, puisque aujourd'hui, concernant les textes, les textes sont là, hein, ils sont suffisamment exhaustifs pour prévoir tous les scénarios. C'est avant tout une question donc financière. Un abondement, par définition, c'est de l'argent en plus. Donc, la question, c'est qui est prêt à payer, donc au-delà de l'enveloppe qui est dédiée donc au CPF. Et puis l'autre point, c'est la question technique, hein, la question du système d'information et plus globalement la question de l'offre de service pour permettre justement ces abondements. Alors, on va effectivement balayer un petit peu tous les dispositifs de la formation professionnelle et on va dire s'arrêter sur une des préoccupations majeures en ce moment, c'est la question des reconversions. Quand je dis reconversion, je pense à des transitions plutôt lourdes hein, qui nécessitent un investissement en temps. On est sur de la formation longue, certifiante, au sens certification professionnelle, enregistrée donc, au répertoire national des certifications professionnelles, des formations qui nécessitent aussi le maintien de la rémunération et donc posent la question de son financement. Donc, dans des logiques à la fois, on va dire, de mobilité interne pour changer de métier au sein d'une même entreprise. Là, typiquement, ça, c'est l'esprit de la proie, ou de mobilité externe pour changer d'entreprise. Et là, on est plutôt dans la logique ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle ou le CPF de transition professionnelle. Donc, aujourd'hui, on a bien deux dispositifs de financement qui ont, en théorie, vocation à favoriser les transitions professionnelles. Il y a d'un côté la proie, qui est un dispositif d'alternance, donc, comme je vous le disais, qui vise la mobilité interne, et de l'autre, on a le CPF de transition qui, lui, relève plutôt du projet personnel du salarié et qui vise la mobilité externe, puisque, par définition, le CPF de transition, c'est une autorisation d'absence et les projets en question sont souvent déconnectés des projets des entreprises. En tout cas, c'est du projet personnel pour le salarié qui souhaite éventuellement donc une reconversion, une transition professionnelle pour utiliser donc les compétences acquises ailleurs et plus tard, et pas forcément dans la même entreprise. Donc, si on se remémore un petit peu les débats parlementaires, alors la proie et le CPF de transition pro, alors excusez-moi l'expression, hein, sont deux enfants qui n'ont pas été désirés. Donc, s'il y a bien un point commun entre les deux dispositifs, c'est que la proie a remplacé, souvenez-vous, ce qu'on appelait la période de professionnalisation, et le CPF de transition a remplacé le congé individuel de formation, le CIF. Ce qui n'était pas forcément le scénario initial du gouvernement, puisque la période de professionnalisation devait disparaître, tout simplement, et le congé individuel de formation devait être dissous dans le CPF monétisé. Alors, ces deux dispositifs ont été maintenus, maintenant, donc ils sont là, ils existent. Ils peuvent, au regard du contexte actuel, contexte économique, bien évidemment, être réactivés. En tout cas, aujourd'hui, rien n'est arbitraire, rien n'est décidé, mais ça peut effectivement rentrer, en tout cas, dans la balance. Si je prends l'exemple de la proie, le problème principal aujourd'hui est que le dispositif est verrouillé. La proie est financée sur la section alternance gérée par les OPCO. Or, la section alternance finance avant tout l'apprentissage, donc il y a un souci d'équilibre budgétaire. En tout cas, le déploiement de la proie est conditionné, comme vous le savez, ça c'est l'ordonnance coquille hein, qui va mettre ces verrous-là, est conditionné par la négociation de branche pour définir les certifications éligibles, ça c'est la première condition, et d'autre part, l'extension de ces accords par les directs. Et donc, comme vous le savez, il y a déjà un certain nombre d'accords de branche qui ont été négociés et qui sont toujours en attente d'extension
Et donc, si ces accords sont étendus, déjà, ça débloquerait effectivement donc une enveloppe financière pour les entreprises qui souhaitent favoriser la mobilité interne. Concernant le CPF de transition, la problématique est un peu différente, même si elle est aussi budgétaire. C'est-à-dire que le CPF de transition, c'est un dispositif déjà qui est axé non pas sur l'entreprise, mais plutôt sur le projet donc, de l'individu. Le CPF de transition finance des formations longues, finance même bien, hein, puisqu'il finance des formations certifiantes, finance à la fois les frais pédagogiques, mais surtout finance la rémunération du bénéficiaire. Or, on sait que ce qui coûte le plus cher en matière de formation, ce ne sont pas les frais pédagogiques, mais la rémunération. Donc, le CPF de transition finance bien, mais malheureusement, comme tout le monde le sait, finance dans la limite d'une enveloppe financière et donc finance très peu de dossiers. Parce qu'on est dans des logiques de priorité. Très clairement, c'est le seul dispositif où le Code du travail parle de refus de financement. Donc, le refus de financement pour un candidat est complètement assumé. Donc, concernant l'enveloppe financière, cette enveloppe n'est pas suffisante pour financer des transitions professionnelles en masse, si je puis dire, d'autant plus que cette enveloppe financière, avec la réforme, cette enveloppe a été divisée quasiment par deux par rapport à ce qui se pratiquait dans le cadre du congé individuel de formation. En tout cas, PROA et CPF de transition, aujourd'hui, si on veut effectivement inciter les reconversions lourdes, les reconversions, les transitions professionnelles au regard évidemment du contexte actuel, qui a un petit peu changé par rapport au scénario initial, et très clairement, ces deux dispositifs pourraient être réactivés, en tout cas pourraient être réajustés. Donc ce que je dis là, bien évidemment, sous réserve d'arbitrage, sous réserve, mais ça fait partie effectivement des réflexions en ce moment. Et puis, comme le temps passe très très vite, je vais peut-être m'arrêter là, mais avant, on va simplement clôturer et finir avec euh, le plan d'investissement de compétences, donc une enveloppe euh, qui aussi fait l'objet aujourd'hui de discussions et qui pourrait voir ses objectifs réorientés. Donc le plan d'investissement de compétences, aujourd'hui, il y a une forte volonté déjà de mettre ce plan d'investissement dans les compétences en adéquation avec ce qu'on appelle le pacte productif. L'idée, c'est vraiment de former un maximum de demandeurs d'emploi aux métiers émergents. Alors, le seul souci, si je puis dire, c'est que l'équilibre global du plan doit être réinterrogé, sachant que le PIC, le plan d'investissement de compétences, est construit sur un modèle pluriannuel. Donc, il y a un volet régional, ce qu'on appelle les PRIC, signés avec les conseils régionaux au Pôle emploi, et il y a un volet national qui passe par des appels à projets nationaux. Donc, or, les engagements sont quasiment tous contractualisés, au plan régional comme au plan national. Là aussi, il faut étudier les marges de manœuvre en fonction de tous ces engagements, sachant que la crise sanitaire a démontré qu'il pouvait y avoir ici et là des initiatives conjointes entre le ministère du Travail et de certaines régions, notamment à travers de solutions de terrain. Donc, je pense par exemple à une partie de financement des prix qui ont été débloqués dans plusieurs régions pour financer la rémunération des stagiaires du secteur de la santé qui ont été justement mobilisés pendant la crise sanitaire. Je m'arrête là pour laisser place à quelques questions. Alors, je sais que les questions sont nombreuses, donc je vais essayer donc d'en prendre quelques-unes. Alors, j'ai essayé donc d'en mettre quelques-unes donc dans ce qu'on appelle les favoris pour que je puisse les retrouver plus facilement. Alors, qu'est-ce que j'ai vu comme question? J'ai vu une question concernant les OPCO, une question sur le FNE, donc le FNE et les OPCO. Alors, c'était quoi la question? Ah oui, est-ce qu'un OPCO peut imposer un taux horaire dans le cadre du FNE formation? Bon, là, on s'éloigne un peu effectivement on va dire de l'objet même de ce webinaire hein, qui parle des ajustements. Les taux horaires dans le cadre du FNE. Alors, est-ce que l'OPCO peut imposer un taux horaire? Dans l'absolu, je dirais non, puisque l'instruction qui émane de la DGFP nous dit que la prise en charge est une prise en charge
dans le cadre du FNE, aujourd'hui, hein, du moins, est une prise en charge à 100% sans plafond horaire. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. L'OPCO n'a pas à fixer à l'avance un taux horaire. En tout cas, il n'a pas à l'afficher. Il peut se le fixer, on va dire, dans sa tête, mais il ne peut pas afficher comme ça à l'avance un taux horaire en disant je ne prends qu'à partir d'un certain taux. Puisque l'instruction qui est donnée pour le FNE formation, c'est de dire prise en charge à 100% sans plafond horaire. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il faut se souvenir que le PCO, bien évidemment, gère des fonds publics. En l'occurrence, le FNE est une aide publique, donc le PCO est mandaté en quelque sorte par les directs pour faire ce travail-là. En tant qu'instructeur du dossier, forcément, il doit veiller à ce que les prix pratiqués par un certain nombre d'organismes de formation ne soient pas abusifs. Ça fait partie de ses missions. Et d'ailleurs, ça fait partie de ses obligations. Donc, il n'est pas aberrant qu'un OPCO refuse un dossier parce que l'organisme de formation facture, je ne sais pas, à 1500 € la journée, alors que des formations équivalentes sur le marché coûtent 3 fois moins cher. Voilà. Donc, dans l'absolu, l'OPCO n'a pas à fixer un taux horaire, c'est-à-dire elle ne peut pas dire, voilà, le FNE, moi je prends en charge à hauteur de temps. En revanche, il peut bien évidemment, en tant qu'instructeur de dossier, se prononcer sur un prix et voir si ce prix est en adéquation par rapport à ce que coûte réellement ce type de la formation, en tout cas qu'on lui présente. Voilà. Alors, des questions, donc toujours, je regarde. Tac, tac. Alors, il y a une question sur les contrats de professionnalisation. Ah oui, c'est vrai, on a beaucoup parlé du contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation. Est-ce qu'il va y avoir une aide à l'embauche aussi pour le contrat de professionnalisation? Alors ça, c'est une bonne question parce que c'est un peu la spécificité française, hein, donc d'avoir deux contrats en alternance, même si ces deux contrats, vous l'aurez remarqué depuis la réforme de 2018, convergent de plus en plus, mais il n'empêche que chaque contrat garde encore quelques spécificités. Alors, est-ce qu'il va y avoir une aide à l'embauche pour ces contrats? Alors, aujourd'hui, on va dire, rien n'est exclu. Rien n'est exclu, et je dirais même qu'il est très probable qu'effectivement, dans le plan donc, qui va être annoncé prochainement, plan destiné donc aux jeunes, on ait des dispositions, enfin, on ait des annonces sur le contrat de professionnalisation. Donc, il n'est pas exclu qu'on puisse avoir, peut-être pas l'équivalent de ce qui a été décidé pour les contrats d'apprentissage, mais une aide à l'embauche pour les jeunes, notamment pour les contrats de pro lorsque on est sur de l'emploi durable, hein. Donc c'est-à-dire des CDD d'au moins 12 mois ou des CDI, parce qu'on peut aussi faire des CDI en contrat de professionnalisation. Donc je dis ça parce que tout simplement c'est ce qui a été annoncé hier. Alors ça sera, d'après ce que j'ai compris, discuté dans les prochains jours. Donc il va y avoir un renforcement, on va dire, de l'accompagnement des jeunes chômeurs ou sortant, ou des jeunes qui sortent du système scolaire. Tout ça sera rapidement discuté et a priori ça sera mis en place assez rapidement. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas, on va dire, le détail des mesures. Je ne peux pas me prononcer sur le montant du net. Je ne peux pas vous dire que ça va être exactement la même chose que pour les contrats d'apprentissage. Mais on voit bien que le gouvernement donc, a pour préoccupation, effectivement, de dégager aussi une aide pour les contrats de professionnalisation. Et donc, il n'est pas exclu d'avoir donc une incitation financière aussi pour ces contrats-là. Alors, d'autres questions. D'autres questions. Tac, tac, tac. Alors, une autre question concernant. Alors, le FNE formation sera-t-elle maintenue à la rentrée? Alors, a priori, c'est ce que je vous disais. Donc, les entreprises qui ont recours au chômage partiel, puisqu'il faut toujours avoir en tête que le FNE formation,
c'est destiné à des entreprises qui ont recours au chômage partiel. Donc, celles qui ont recours au chômage partiel dit classique, hein, parce que maintenant, il va y avoir deux types de chômage partiel. Donc, le chômage partiel dit classique. Comme je vous le disais, ce chômage partiel va être adapté, a priori, si je me fie aux annonces d'hier, va être adapté le 1er octobre. Et d'après ce que j'ai compris, la prise en charge FNE formation ne sera plus de 100% à partir du 1er octobre, donc elle sera plus de 100% comme aujourd'hui, mais de 70%. Donc, sachant que l'État incite, et ça, c'est dit explicitement dans un document qui a circulé hier, l'État incite à articuler donc cette aide publique avec le CPF en recommandant aux entreprises de négocier des accords CPF. Là aussi, hein, sur les modalités pratiques, on aura des précisions, hein, certainement, donc dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Donc ça, pour le chômage classique, ça sera maintenu donc à 100% jusqu'au 1er octobre, si je puis dire. À partir du 1er octobre, il y aura une réduction et on passera donc à une aide, donc à une prise en charge, non pas de 100% des frais pédagogiques, mais à 70%, avec une recommandation très forte à négocier des accords collectifs sur le CPF pour pouvoir articuler les deux. Maintenant, comme je vous le disais, il y a un autre dispositif qui va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2020. C'est un dispositif donc alternatif donc pour les entreprises qui auront négocié un accord collectif. Donc, c'est le dispositif qu'on appelle aujourd'hui l'activité partielle de longue durée. Ce dispositif, là aussi d'après le document qui a circulé hier, ouvrira droit au FNE formation et la prise en charge se fera à hauteur de 80%, et le reste à charge peut être financé là aussi sur du CPF. Le gouvernement recommande là aussi à toutes les entreprises qui souhaitent se lancer dans ces accords collectifs concernant le dispositif donc chômage partiel de longue durée, de négocier aussi sur le CPF. Voilà. Donc tout ce que je vous raconte là, c'est sous réserve, bien évidemment. C'est ce que j'ai compris en tout cas des annonces d'hier. On aura plus de précisions dans les prochains jours et surtout dans les textes juridiques, notamment pour voir quelles seront les modalités pratico-pratiques concernant l'articulation FNE formation CPF. Voilà, donc ce webinaire touche à sa fin. Il avait pour objet, donc, encore une fois, de vous dresser un panorama des ajustements donc potentiels, des dispositifs formation, de l'apprentissage, donc tout ce qui a été conçu en tout cas par la loi Avenir professionnel de 2018, et tout ça au regard du contexte économique que nous vivons. Donc soyons attentifs aux textes réglementaires hein, qui seront publiés dans les jours, dans les semaines ou les mois à venir. En tout cas, Centrinfo ne manquera pas de vous tenir informés à travers ces publications et ces événements. Si vous souhaitez être à jour et vous professionnaliser, n'hésitez pas à consulter notre catalogue formation. Merci encore pour votre participation. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées, donc elles sont nombreuses. Sachez que ces questions, comme je le dis souvent, serviront à nourrir notre foire aux questions. Cette foire aux questions, elle est accessible, elle est gratuite, elle est en ligne. Vous la retrouverez donc sur le site de Centrinfo. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.